Marco et Jacques, on est ravis de vous accueillir pour la Web TV. Et alors, vous avez un projet fabuleux, phénoménal, autour du son, de l'eau, des animaux. Comment vous vous êtes rencontrés d'abord? Parlez-nous de votre rencontre et parlez-nous un peu de ce projet. Nous habitons à Biot, dans le sud de la France, et moi je suis assez intéressé par la science-fiction, les ovnis et tout ça. Keiko aussi. Et enfin, on se connaissait déjà par des amis communs. Et autour du projet, en fait, on a eu envie, Keiko m'a parlé d'une idée qu'elle avait de faire un spectacle autour de ce thème des ovnis. Voilà. C'est un peu ce qui a été le point de départ de tout ce projet, en fait. Ouais, en fait, il s'agissait d'un ovni tombé en mer, enfin ovni, objet non identifié, tombé en mer, qu'on ramenait sur la plage et qu'on commençait à ausculter, on écoutait, et qui avait des données de la Terre, qui avait enregistré des données de la Terre quand il avait craché dans la mer. Et donc, de ce projet d'ovni est née l'idée d'une station flottante, autonome en énergie, dans la mer. Et de cette station flottante, autonome en énergie dans la mer, on a évolué vers une station terrestre, dans laquelle le public fabrique l'énergie du spectacle en pédalant, en ramant. Et pareil, après va se coucher dans un dôme dans lequel il est immergé dans un univers de visuels et de sons. Et on récupère des données pour ce projet à la fois de l'Agence spatiale européenne, des données de la Terre, d'un satellite, et aussi donc des données sous la mer, d'hydrophones qui sont placés dans la mer, en plusieurs points de la Méditerranée, au large du Canada et du Japon. Et donc on récupère ces données du trafic des baleines et des bateaux en temps réel, auquel on va appliquer un système de visualisation et de son. Donc les gens vont être couchés et immergés sous la mer en fait, avec ces sons et ces images en temps réel, vraiment comme si on était dans certains points, dans certaines zones, qu'on pouvait voir les baleines autour de nous qui passent et les bateaux, puisque le problème c'est qu'on parle de la pollution sonore dans les océans. Et comment est née en fait cette histoire, enfin, l'ovni craché, etc. On voit très bien que c'est le point de départ, mais en fait c'est un vrai travail à la fois écologique et dans le sens du trois écologies guattariennes, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois un projet écologique mais c'est également un écosystème, et c'est un projet très politique. Comment vous allez, avec quel partenaire par exemple vous allez collaborer pour comment vous travaillez, parce qu'il y a des données qui sont quand même des données très pointues, et comment vous êtes arrivé à les récupérer? Vous avez travaillé avec différents ingénieurs, vous avez travaillé avec différents biologues, comment ça s'est passé? En fait, il y a plusieurs étapes. Il y a notre partie à nous, conception, notre partie réflexion sur l'altérité, réflexion sur la mer, réflexion sur l'OVNI, réflexion sur l'autonomie d'énergie, réflexion sur l'environnement évidemment aujourd'hui et le développement durable. Et puis après, il y a comment on va réaliser tout ça. Donc on est allé chercher des partenaires, des scientifiques, des ingénieurs, des industriels pour essayer de nous aider à financer les différentes parties du projet. Des centres d'art, en fait, on a beaucoup collaboré jusqu'à présent en faisant des résidences dans différents centres d'art, à l'EMPAC, donc au nord de New York, au ZKM à Karlsruhe, à Nice, au Hublot, où il y a un centre multimédia où on a déjà construit un premier prototype de vélo générateur d'énergie, et les gens pédalent et en même temps ils ont du son, ils entendent des voix. Bon, on a fait déjà ce premier prototype. Donc c'est par étapes. Ce projet, on l'a conçu la première fois il y a très longtemps. Enfin, la première idée a été il y a 3-4 ans. Et petit à petit, le projet a évolué et s'est développé au fur et à mesure des différentes parties du projet qu'on arrive à mettre en place. Donc là, on collabore avec notamment ce laboratoire d'application bioacoustique au sud de Barcelone, le LAB, qui est lié à l'Université Polytechnique de Catalogne, qui sont spécialisés donc dans la bioacoustique, donc l'acoustique sous-marine des cétacés. Et puis on a pris contact aussi avec l'Agence spatiale européenne, là juste simplement pour récupérer les datas. Et donc voilà, on collabore,
ils nous donnent, on fait des échanges, on est allé à Barcelone, ils nous donnent de leurs données. Nous, on travaille avec Jérôme Sulero et Thierry Coduis, donc Thierry pour le son et Jérôme pour la programmation des visuels, donc sur comment retranscrire cet univers de données scientifiques en un univers sensoriel, immersif et interactif dans lequel le public va se plonger. Et pour vous, quelle est la plus grande surprise actuellement au niveau sonore que vous aviez eu à rencontrer? Quelque chose de données que vous n'avez jamais pensé à avoir ou qui vous a complètement surpris, fasciné? Parce que c'est quand même des choses très différentes, très mixées. Et quel était pour vous le point le plus surprenant? Quelque chose que vous n'attendiez pas du tout au départ? Il y a tellement d'étapes différentes, alors c'est difficile. Je ne sais pas si toi tu as une idée qui te vient là comme ça. Du point de vue sonore, non, c'est un peu difficile à dire, surtout que ce travail-là, en fait, on a travaillé jusqu'à présent plutôt sur le prototype du vélo, le design un peu de la station elle-même, tout ça, et la partie en fait travail sur le son, les images. C'est ces derniers mois c'est seulement. ces derniers mois que ça se met en place. Donc vous êtes encore dans la découverte. Donc on est dans la découverte. En plein. Bon, voilà. Mais c'est vrai que par exemple, moi une chose, donc Thierry Coduis qui travaille sur le son, on voulait pas tout à fait, on discutait beaucoup. Moi je voulais absolument qu'il y ait des sons de baleines, des vrais sons de baleines qui soient retraités, mais des vrais sons de baleines. Et alors lui, Jérôme, il disait non, on va retravailler tout. Alors il a fait des sons de baleines avec un violon. Il était très beau son son de baleine avec un violon, mais n'empêche que quand on écoutait à côté le vrai son de baleine, il y a une dimension, il y a une largeur, il y a un écho, une résonance dans l'organique, dans l'enregistrement organique de l'animal, qui, s'il est pris tout seul comme ça, est peut-être pas forcément intéressant, parce que voilà, mais qui a une richesse. La nature a des choses, je crois, à nous apprendre. Vraiment, c'est bien de l'écouter, parce que notre station, c'est une station d'écoute de l'environnement, une station d'écoute de la nature, de ces voix de baleines. On ne fait pas que les écouter, on transforme, on crée un environnement, un espace sensoriel, artistique. Donc, mais moi, ça c'était une rencontre. C'était à la fois écouter son son fait au violon, qui était quand même très intéressant, et la correspondance, donc on a mis les deux, hein, on en travaille avec les deux, avec le vrai son de baleine, la rencontre entre les deux. L'un c'est la copie et l'autre, et la rencontre était assez étonnante en fait. Et est-ce que s'enrichit. Est-ce que vous diriez que c'est un univers architectural ou alors que c'est un milieu immersif? Comment vous l'avez défini cette station actuellement? Parce qu'on sait que ça va sans doute évoluer. C'est tout. C'est tout à la fois. C'est un milieu architectural parce que on a le lieu qui accueille le spectacle en fait. Et c'est aussi architectural autour des modules de production d'énergie, enfin c'est plus même du design en fait. Et puis d'un autre côté c'est immersif aussi, puisqu'à l'intérieur du dôme on est dans l'immersif, quoi. C'est un espace, l'architecture c'est quelque chose qui va transporter le public dans un état. Quand on traverse une architecture, on traverse et on devient dans un certain état. Et c'est un peu ça quand on fait les installations, on crée des designs architecturaux pour permettre au public d'être transformé en fait. Donc là dans le container, on a pris un container, mais on va le peindre, on a un coussin, les gens vont être allongés, dans lequel on ne réceptionne pas le son, l'univers sensoriel de la même manière. Donc on recrée tout un espace physique dans lequel on va proposer au spectateur une expérience à traverser. Et là, il va être plongé dans cette expérience immersive, interactive, mais l'architecture, c'est la base en fait, qui va faire que le public va être disposé à écouter, à regarder et à pénétrer l'univers qu'on veut lui proposer. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour la suite, parce qu'on a hâte d'aller visiter cette station. Avia l'année prochaine. Première phase container. Merci. Merci.